Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Cécile et Sibylle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Marianne. Marianne, c'est un des symboles de la République française. Elle porte un bonnet révolutionnaire et représente la démocratie, la liberté. C'est une femme qui n'existe pas réellement, et pourtant il y a son buste dans toutes nos mairies et son visage sur tous nos timbres. Alors, comment choisit-on l'apparence de Marianne ? Qui décide à quoi ressemble la femme française par excellence ? Figurez-vous que c'est le président de la République qui a le droit de donner un nouveau visage à nos timbres après son élection. C'est dans ce contexte que le collectif d'artistes français Obvious a proposé une nouvelle méthode pour créer l'image de Marianne. Ils ont demandé aux femmes françaises de leur donner un portrait d'elle pour qu'ils puissent créer une Marianne qui leur ressemblerait grâce à l'intelligence artificielle. Après 2 années de collecte d'images, en 2023, les internautes ont pu voter pour leur visage préféré et le résultat sera bientôt dévoilé. Ce projet semble plaire à la plupart de ceux qui en parlent. Mais il y a 5 ans, ces mêmes artistes ont fait le buzz en vendant aux enchères chez Christie's un tableau réalisé avec une intelligence artificielle. Et cela a créé une très grosse polémique. Sur les réseaux sociaux en particulier, beaucoup de personnes ont dit qu'un algorithme ne pouvait pas faire de l'art, que ce n'était pas de l'art. D'autres se sont inquiétés que les ordinateurs remplacent un jour les artistes. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est une artiste comme les autres ? C'est la question du jour dans French Baratin. Donc, pour commencer, je vais, comme d'habitude maintenant, vous poser quelques questions, Cécile et Raphaël, et on va voir ce que vous savez un peu à propos de cette histoire d'intelligence artificielle qui pourrait faire de l'art. Donc pour commencer, on va rebondir justement sur ce que je viens de vous présenter. Est-ce que vous avez une idée de combien de dollars pouvait valoir cette œuvre que Obvious a vendue? Donc c'était un portrait classique mais fait avec de l'intelligence artificielle à partir d'autres portraits classiques, beaucoup plus anciens du coup. Voilà, et ça a été mis aux enchères en 2018. Donc combien pensez-vous qu'il a pu être acheté, ce portrait physique qui a été imprimé mais qui a été fait avec de l'intelligence artificielle ? Alors je voulais pas tricher à la base, mais en faisant mes recherches, je suis tombé sur le prix en voyant un article et c'était 432 500 $. Je pense, si je me trompe pas. Si les rédacteurs de l'article se sont pas trompés aussi. Je crois avoir entendu aussi, en lisant sur l'intelligence artificielle, que c'était $1 demi-million. Donc effectivement, ça doit être dans ces eaux-là. C'est exactement ce qu'a dit Raphaël, 432 500 $, alors qu'il me semble qu'ils avaient d'abord estimé que ça partirait à 10 000 $. Donc, ah oui, il y a eu un engouement. Ah oui, oui. Ça a été multiplié par beaucoup. Ouais. Parce que j'allais dire combien une personne normale paierait pour ce genre de choses. Et effectivement, si on passe de 10 000 à 432 000, et je crois que je t'aurais dit quelque chose comme 10 000 euros naturellement. Bon, c'était la mise à prix. Je pense que c'est l'effet aussi du fait que c'était la première œuvre réalisée par une intelligence artificielle, ce qui crée du coup une sorte de « je vais avoir le premier truc la première œuvre créée par une intelligence artificielle ». Ouais. Et du coup, c'est un collectif français qui a fait ça pour la première fois. Exactement, parce qu'en fait c'est la salle de vente Christie's qui fait des ventes aux enchères, qui a eu envie de se lancer dans la vente d'œuvres d'art réalisées avec de l'intelligence artificielle, et une des raisons pour lesquelles ils ont choisi Obvious, donc ce collectif français, c'est qu'ils faisaient des objets physiques. Donc c'était très intéressant parce que ça ressemblait finalement vraiment à l'art dont on a le plus l'habitude, en plus quelque chose de très classique avec des portraits, et c'est ce qu'ils avaient voulu faire montrer justement qu'avec de l'intelligence artificielle on pouvait s'inscrire dans des courants très habituels et faire de l'art exactement comme on se l'imagine quand on ne fait pas forcément d'art justement. Mais du coup, ça veut dire que ce qui a été imprimé, c'était pas texturé, étant donné que ça a été imprimé. Alors, je ne connais pas la technique. C'est possible que ça le soit quand même, si c'était par exemple avec une imprimante 3D.
Mais là, il faudra se renseigner sur la technique qu'ils ont utilisée. C'est vrai que ça, je ne sais pas. Ouais. Mais il y avait cet objet physique en tout Oui, cas. oui, non, mais c'est intéressant, effectivement, parce que j'avais idée que initialement c'était que sur ordinateur qu'on pouvait voir, que sur écran, qu'on pouvait voir les tableaux d'intelligence artificielle. Ouais. Alors, eh ben, justement, on va remonter à une époque où les tableaux n'étaient pas forcément faits grâce à l'intelligence artificielle et où ils étaient tangibles, physiques. Et donc, je vais vous demander quel artiste explique au début des années 1950 qu'il y a une préoccupation de plus en plus croissante pour la physique moderne. Alors, Donc, c'est un artiste qui mettait en valeur le fait de s'inspirer des sciences, des développements des sciences pour l'heure. J'ai pas triché, donc là je ne sais pas du tout. Moi non plus. Alors je vais vous donner un indice. Ok. Il faut réfléchir au lien avec le sujet du jour sur l'art et l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose dans son nom qui a un rapport avec l'art et l'intelligence artificielle. Quelle est une des plateformes ou des outils les plus utilisés aujourd'hui pour créer de l'art à partir d'un texte? C'est Dali. Dali? Oui. C'est ça? Et Dali, c'est Dali. qui? Ah oui, d'accord. C'est un peintre, espagnol, oui. Espagnol, Un ouais. artiste Exactement. espagnol, oui. Voilà, Salvador Dali, qui a été très intéressé par justement les apports de la physique, et c'est pour ça qu'il a fait des tableaux, vous savez, avec des montres, des horloges qui fondent pour illustrer les découvertes peut-être sur le temps. Okay. Et donc ça va faire la transition avec notre prochaine question. À votre avis, sur combien d'images Dali, alors pas le peintre, mais l'intelligence artificielle, a été entraînée, sachant que Dali, c'est donc une machine, comment ? Une plateforme ? Une plateforme, oui, je voulais dire des algorithmes qui fonctionnent en apprenant par exemple, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle du machine learning, en fait. On remplit plein d'exemples dans une base de données et c'est à partir de ça que Dali apprend. Et ça, c'est assez nouveau par rapport au fait, à l'inverse, de coder des règles et de demander d'en déduire quelque chose. Là, c'est la machine qui va déduire les règles, en quelque sorte, à partir des exemples qu'elle a pu voir. Donc, ma question, c'est sur combien d'images Dali a été entraîné ? Je sais pas, des millions, des milliards, je ne sais pas. Vu que, il doit y en avoir des millions sur Internet et ailleurs, donc je suppose que... voilà. Alors, c'est millions ou milliards ? Ah, millions plutôt. Ok, c'est un peu des deux, parce que c'est 650 millions d'images. 650 millions, d'accord. Donc 650 millions d'images, c'est quasiment, c'est plus d'un demi-milliard. demi-milliard. Ouais. Et du coup, la base de données a été créée par par les humains, et donc il y a eu une curation, où ça a été vraiment pris sur Internet, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Comment on a sélectionné les 650 millions de portraits ? On y reviendra. En fait, dans le cas de Dali, on ne sait pas parce qu'ils communiquent très peu sur leur base de données, justement. Ah, ok. Entre autres, peut-être pour éviter d'avoir des problèmes par rapport à leurs sources. Mais je pense que c'est quelque chose dont on pourra discuter après, peut-être dans notre débat. Les différentes sociétés qui font des outils comme ça d'intelligence artificielle pour faire de l'art n'ont pas la même approche. Il y en a qui, au contraire... ont rendu public leur base de données. D'accord. Mais c'est pas le cas de Dali. Et donc Dali, c'est grâce à eux que le portrait dont tu parlais tout à l'heure a été réalisé, ou c'est deux choses différentes avec Obvious ? Ce sont deux choses différentes. Okay. Obvious a utilisé dans sa carrière différents algorithmes, dont certains sur lesquels ils ont travaillé eux-mêmes. Et concernant ce portrait-là, je ne sais plus quel était l'algorithme utilisé en particulier, mais je ne pense pas que c'était Dali. Enfin, je suis assez certaine que ça n'était pas Dali. D'accord. Alors, pour terminer sur vos connaissances un peu sur l'intelligence artificielle et l'art, je voulais vous demander en quelle année, pour la première fois, un outil informatique a été utilisé pour créer une œuvre d'art. Donc, quels sont les ancêtres de notre sujet du jour ? Je sais pas.
Alors, une estimation, à votre avis, quand est-ce qu'on a pu commencer à vouloir faire un petit peu d'art avec des outils informatiques? Je vais dire 1995. D'accord, Raphaël, plus ou Oui, moins? j'allais dire dans les années 90, donc effectivement, ouais, je suis d'accord avec Cécile par là, dans ces eaux-là. On Ouais. est connecté avec Raph. Ouais, on est. Eh bien, vous êtes connectés, mais très loin du compte, Merci. puisqu'en fait, on peut considérer que l'ancêtre de cette idée d'utiliser des ordinateurs pour faire de l'art, c'est un monsieur qui s'appelle Ben Lapowski, qui en 1952 aux États-Unis a utilisé un calculateur analogique couplé à un oscilloscope. Donc ce sont des termes compliqués, mais en gros il y avait quelque chose comme un ordinateur pour composer des œuvres en fait. Voilà, et donc ça a été le tout premier à avoir cette idée qu'on peut utiliser comme une grosse machine à calculer avec un outil physique pour créer des œuvres. Et puis ensuite, pendant une quinzaine d'années, il ne s'est plus passé grand-chose, mais il y a eu une énorme exposition d'art numérique déjà en 1968 qui s'appelait Cybernetic Serendipity. Et ça a été présenté à Londres, à l'Institut des Arts Contemporains de Londres, et ça portait aussi bien sur l'art plastique que sur la musique, avec plus de 60 000 visiteurs qui sont venus voir des expérimentations liées à l'utilisation de l'ordinateur dans l'art. Mais En c'était 1968. différent. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'était différent de l'intelligence artificielle ou... C'est différent, c'est Ouais. juste le fait d'utiliser des outils numériques, mais il y a le côté utiliser un ordinateur, utiliser des machines qui est commun. D'accord. Comme par exemple dans les années, je crois, 90, justement, on a commencé à utiliser Illustrator, Photoshop. Ça, c'était aussi... Enfin, ce sont aussi des outils Oui, voilà. informatiques qu'on considère pour justement faire de l'art. Ok, d'accord, Oui. ok. Oui. 52. Ok, Ouais. ils étaient précoces. Ouais. Avant-garde. Oui, donc c'est une histoire plus longue qu'on ne pourrait croire. Alors, puisque on voit que vous savez certaines choses, mais pas tout, je serais intéressée justement d'en savoir plus à propos de vos expériences. Alors, est-ce que vous pouvez tous les deux vous rappeler de la première fois où vous avez entendu parler d'art généré grâce à une intelligence artificielle, et est-ce que vous en avez déjà utilisé ou est-ce que ça vous dit d'essayer ou pas? Voilà, donc je vais donner la parole peut-être à Raphaël. Explique-nous quand est-ce que tu as entendu parler en premier d'art créé grâce à une intelligence artificielle. Alors moi, la première fois que l'idée même d'une machine qui créerait de l'art m'est un peu arrivée sur mon radar, quoi, c'était dans Star Trek, la série de science-fiction, où il y a un androïde qui s'appelle Data et qui fait toutes sortes de formes d'art différentes. Il participe à des pièces de théâtre, il écrit de la poésie, il fait des concerts de musique, etc. Et c'est assez marrant parce que généralement, dans sa manière de faire de l'art, il est toujours un petit peu limité par sa manière de raisonner. Il raisonne toujours en termes de paramètres et de données objectives. Donc, par exemple, à un moment donné, il fait un poème sur son chat. Et c'est un texte qui comprend plein de termes très techniques, type paramètres, machin, je sais pas quoi, ce genre de choses. Et, euh, et finalement, il n'y a pas vraiment une imitation de la poésie humaine, à part le fait que ça rime vaguement. Et du coup, tout à l'heure, je me suis amusé à faire une petite expérience et j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un poème sur un chat. Et c'était marrant parce que là, le résultat, c'était vraiment une imitation de la poésie humaine, puisqu'il s'est inspiré là encore, probablement des millions de sources Des millions de poèmes sur les de chats. poèmes sur les... C'est ça. Et toi, Cécile, alors, quand est-ce que tu as déjà entendu parler d'intelligence artificielle qui crée de l'art et est-ce que tu as testé?
Alors, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est assez récemment. C'est l'été dernier, pendant un déjeuner dehors avec mes collègues, où tout à coup, ils parlent de ça. Et en fait, je n'en avais jamais entendu parler. Et j'ai été scotchée. J'avais du mal à me rendre compte comment c'était possible. Et je n'arrivais pas à conceptualiser vraiment ce que ça pouvait être. Donc ça m'a un peu perturbée. Et en plus, la question se posait parce que comme je travaille aussi dans une maison d'édition, je travaille avec des créatifs et des artistes, à savoir des illustrateurs notamment, des graphistes, etc. Et, et du coup, j'avais du mal à voir effectivement comment une machine pouvait remplacer potentiellement un être humain sur des mêmes tâches. Et suite à ça, d'ailleurs avec vous, on a eu l'occasion d'en parler à un dîner entre amis et notamment un de nos amis qui utilisait cette intelligence artificielle pour créer de l'art. Et ça m'a beaucoup posé question. Et donc voilà, ça c'est ma première expérience. Depuis ce moment-là, je n'entends parler que d'intelligence artificielle et du coup aussi d'art parce qu'effectivement, comme on fait cet épisode, j'ai un peu creusé la question, mais c'est quelque chose effectivement qui m'interroge énormément. Et non, je n'ai jamais utilisé. Et je ne sais pas si j'ai envie d'utiliser. Parce que pour le moment, en tout cas, j'ai l'impression que ça reste pour de l'humain. Et j'ai du mal à... C'est comme si c'était pas fait pour ça. Donc je fais un peu un blocage, même si je trouve ça fascinant. Absolument fascinant. Je crois que je fais un peu un blocage à ce niveau-là, comme si j'avais l'impression qu'on déshumanisait l'art, alors que c'est bien un des domaines les plus humains qu'on peut avoir. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet qui me fascine énormément. Et voilà. Et toi, Sybille, du coup ? Et moi, j'en ai entendu parler, je pense, en même temps que toi, mais avec une réaction assez différente, parce que peut-être que j'ai un peu moins d'esprit critique au premier abord. D'abord, je plonge dans les découvertes technologiques et ensuite je réfléchis. Mais moi, ça m'a vraiment passionnée. Je suis assez intéressée par tout ce qui est technologie et un petit peu par l'informatique. Et donc, j'ai assez vite testé, oui, j'ai assez vite essayé d'utiliser ces outils en commençant par DALL-E. J'ai d'ailleurs essayé de faire le logo du podcast avec DALL-E, mais c'était très raté, vous pourrez en témoigner. C'était intéressant. Oui, c'était... Et puis là, plus récemment, j'ai testé Midjourney qui est intéressant parce que c'est accessible sur un serveur Discord. Et donc, en fait, ça ouvre comme dans un forum, hein, ça ouvre un fil de discussion où on entre ses demandes et on reçoit les images et on voit donc ce que les autres personnes ont demandé et c'est assez sympa de voir les différents résultats et aussi j'ai trouvé que le résultat était plutôt plus joli, en tout cas je m'en sortais mieux avec Midjourney et j'ai testé juste une fois pour cet épisode Stable Diffusion qui est un autre système encore pour utiliser l'intelligence artificielle avec l'art. Voilà, mais donc moi j'ai d'abord été plutôt enthousiaste parce que je trouvais ça ludique de faire de l'art avec ce type d'outils. Mais on va pouvoir justement débattre plus en profondeur et discuter pour savoir si c'est une bonne chose ou pas. Voilà, donc on peut se poser la question donc de savoir si l'intelligence artificielle est entre guillemets une artiste comme les autres et de savoir si c'est une bonne manière de faire de l'art. Est-ce qu'il y a un intérêt à ces méthodes et est-ce qu'il y a aussi des limites. Donc peut-être que pour commencer, on peut essayer de réfléchir à la question de l'intérêt pour les artistes. Qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir ces outils-là ou au contraire, quelle menace ça peut représenter. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous aimerait commencer ? Je pense que ça doit être une source d'inspiration assez
énorme. Ouais. Euh, Tout à fait. Moi, j'ai un petit peu fait des petites recherches là-dessus en fait, d'un côté, il y a la source d'inspiration, disons, entre guillemets, au quotidien, où on peut s'en servir comme source d'idées. J'imagine un graphiste qui doit faire une illustration et qui est un peu en manque d'idées. Il demande à une intelligence artificielle de produire quelque chose selon des critères et ça lui donne une idée et il s'en sert après pour étendre et aller plus loin, quoi. Mais après, il y avait un truc auquel je n'avais pas pensé, c'était l'idée même de l'intelligence artificielle comme source d'inspiration. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un artiste qui s'appelle Douglas Coupland, qui a fait une série de portraits où des visages ont été dissimulés derrière des trames colorées. Vous savez, qui ressemblent un petit peu aux espèces de blocs de couleurs qu'on voit sur un écran qui marche pas, qui marche plus. Voilà, donc on voit un petit peu l'idée. Un autre exemple, c'est un artiste qui a fait une vidéo avec des formes mouvantes qui sont nées des pensées de 800 volontaires captées par un électroencéphalogramme et traduites par un algorithme. Génial. Donc voilà, donc c'est marrant, il y a des choses du coup qui peuvent être à la fois peut-être critiques comme le premier exemple, ou alors simplement comme un outil effectivement de création artistique différent. Donc j'ai trouvé ça super intéressant en fait de voir que ça pouvait aussi être une source d'inspiration dans ce sens-là. Et en même temps, je crois que c'était hier, j'entendais qu'un illustrateur avec lequel on travaille disait que, alors on ne parlait pas d'intelligence artificielle particulièrement, mais que l'inspiration, finalement, l'enfermait, qu'il arrivait plus à faire sortir de lui ce dont il avait envie, parce que finalement, tout était déjà fait quand il regardait. Ce qui était fait notamment chez les autres. Et c'était oppressant. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a l'impression de prime abord que l'inspiration est justement là pour ouvrir les possibles et que finalement, pour peut-être un artiste, je me considère absolument pas comme une artiste, peut-être que pour les artistes, justement, ça enferme les possibles. Restreint en tout cas. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est intéressant parce que je me pose la question, je sais que c'est facile à dire, mais d'un certain côté, est-ce qu'il n'est pas plus limité par l'idée que c'est justement une personne non humaine qui a créé ce truc? Parce qu'il pourrait tout autant être limité par des créations faites par d'autres humains. Ah c'est le cas. C'est le cas. On parlait pas de l'intelligence artificielle dans ce cas-là. Pardon, c'est vrai que tu as dit ça tout à l'heure. Ouais, okay. Mais c'est vrai que c'est cohérent quand même parce que l'intelligence artificielle démultiplie le nombre d'œuvres qui peuvent exister. Donc ça Mais par exemple, ce que tu disais, Raphaël, pour moi, par exemple, j'adore l'inspiration. Mais l'inspiration de l'intelligence artificielle, parce qu'elle est non humaine, me semble pas de l'inspiration. C'est intéressant ce que tu dis. Alors à propos de l'inspiration, moi j'avais écouté des podcasts avec notamment Obius, mais aussi d'autres artistes qui utilisent l'intelligence artificielle. Et eux, ils disaient justement que souvent ce qui donnait de l'inspiration, c'était des accidents, des choses qui arrivaient alors que ça n'était pas prévu. Mais on peut aussi faire des accidents avec l'intelligence artificielle. Ça m'est arrivé hier. J'ai voulu copier une idée que j'avais entendue dans un de ces podcasts qui était de demander à l'intelligence artificielle de créer un tableau dans le style des studios Ghibli, qui sont les studios qui ont créé Totoro. Et ça avait l'air de faire des choses jolies. Et moi, je me suis trompée, j'ai écrit est-ce que tu peux faire un piano dans un salon dans le style des studios Gimli comme dans Le Seigneur des Anneaux.
Je sais Et pas alors si c'est ça qu'il a compris, Alors, mais c'était magnifique. C'était trop beau. c'est génial. Le studio Gimli, c'est trop bien. Et après, j'ai réessayé avec le studio Ghibli, le vrai, et c'était très bien aussi, mais franchement, j'ai préféré le studio Gimli, qui n'existe pas. Mais c'est marrant parce que quand on parle d'art, on parle souvent d'accidents, mais pour tout d'ailleurs. Enfin, je sais pas d'ailleurs si on peut considérer ça comme un art, mais je pense aussi tout ce qui est gastronomique. On dit que les plats existent par accident. Et finalement, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu demandais si l'intelligence artificielle est une artiste comme les autres. C'est là où on voit que l'intelligence artificielle est un outil et pas un artiste, parce que c'est bien toi qui as fait l'erreur, enfin qui a fait l'accident quand tu as demandé quelque chose. Exactement. Et c'est un truc, moi, je suis compositeur, et c'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois de faire un truc, et tout d'un coup, je sais pas, je joue un accord différent, je me trompe sur un truc, et je dis, mais c'est génial ça en fait. Et c'est un peu la même chose, quoi. C'est l'erreur, voilà, c'est une erreur de ma part qui, à travers l'outil que j'utilise, produit un truc auquel je ne m'attendais pas. Bah de toute façon, quand je pense à l'art, on pense, en tout cas pour ma part, je pense à deux choses. C'est qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire. Et quand on fait par exemple une peinture, bah, je peux savoir ce que je veux faire, mais je sais absolument pas peindre, donc je pourrais pas donner vie. Et finalement, une plateforme comme Dali ou les autres que tu as mentionnés, j'imagine que c'est le pinceau de la personne qui ne sait pas peindre, par exemple, ou un photographe, ou quelqu'un qui ne sait pas faire de photos. Enfin, je sais pas si tu peux faire aussi de la photo par ces plateformes-là. Mais oui, d'ailleurs j'ai un exemple, un truc qui en fait qui soulève là pour le coup la question des droits d'auteur, que j'ai vu dans une émission de John Oliver. Il parlait du fait que Getty Images est en train de faire un procès contre l'entreprise qui fait Stable Diffusion, qui est aussi un truc de création de génération d'images, parce que l'algorithme a créé une image, c'est des footballeurs en pleine action, avec dessus un logo de Getty Images mais déformé. Donc on voit clairement le logo, ça ressemble clairement au logo de Getty Images qu'on voit en dessous à droite, en bas à droite en fait, mais déformé. Voilà, je trouve ça marrant. Mais ça veut dire qu'ils ont fait de la curation avec une image de Getty Images ? Comment le logo de Getty Images s'est retrouvé sur le... Bah, je pense qu'effectivement, ils ont sélectionné un ensemble d'images, quoi. Dans l'ensemble d'images que l'algorithme a utilisé pour apprendre, il y avait probablement des images de Getty Images. C'est comme ça. Et alors que Getty n'était probablement pas d'accord avec ça, d'où le procès. Oui. Je pense que ça fait partie de ces plateformes qui ne communiquent pas forcément sur là où elles trouvent leurs images. Et justement, à ce sujet, en fait, il y a de plus en plus d'inquiétudes autour du fait que des images soient utilisées sans l'accord de leur propriétaire. Et c'est un sujet très intéressant parce que la réponse n'est pas évidente en fait. Donc d'une part, déjà, il y a une question autour de la transparence des bases de données qui sont utilisées. Et ça, il y a... Stable Diffusion justement et Imagen ou Imagen, je ne sais pas comment on prononce, celle de Google, dont on sait quand même d'où viennent leurs images parce que ces deux gigantesques bases de données qui s'appellent Lion, L-A-I-O-N 400M et Lion 5B qui ont servi à les entraîner. Donc ça, on sait que ce sont ces deux très grandes bases de données et il y a un site internet aujourd'hui qu'on peut consulter qui s'appelle Have I Been Trained ? Est-ce que j'ai été entraînée ? Peut-être est-ce que j'ai servi à entraîner dans lequel on peut faire une recherche par image ou par texte, par exemple photo chat, on va voir toutes les photos de chats qui font partie de cette base de données. Donc on peut voir si par exemple des images qu'on aurait postées sur les réseaux sociaux ont été récupérées par ces bases de données pour alimenter l'intelligence artificielle. Et effectivement, ça pose des problèmes de droit d'auteur et ça a déjà conduit à des procès, mais cela dit, je trouve que c'est vraiment une question plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'on s'inspire aussi d'œuvres d'art qui existent, on ne les paye pas pour autant. Donc, est-ce que vraiment c'est du plagiat ou est-ce que c'est de l'inspiration ? C'est très compliqué.
de Et, résoudre la et question. ce que tu parlais là de Lyon et de la question des sources. Moi, apparemment, il y a eu une histoire, en fait, où une artiste au nom d'artiste Lapine en regardant dans l'ensemble d'images Lion 5B, a trouvé des images médicales prises par son médecin Ah ouais, qui était voilà qui s'était là ça retrouvé pose là-dedans. problème, C'est quand même clairement. un gros problème quoi d'atteinte Mm. à la vie privée. Et en même temps, est-ce qu'on les verra jamais sous cette forme-là dans une œuvre finale, tu vois? Mais apparemment là aussi John Oliver dans l'épisode il montrait c'était assez drôle une application de l'intelligence artificielle dans le monde médical où l'intelligence artificielle pouvait servir à détecter des problèmes de peau, Mm. potentiellement des problèmes de cancer, des choses comme ça. Et en fait, euh, comme sur la plupart des images, on voit une règle pour mesurer des problèmes de peau, comme par exemple la taille d'un grain de beauté. Mhm. L'intelligence artificielle a fini par penser que s'il y avait une règle, et ben c'était la règle, c'est qu'il y avait cancer. Elle s'est trompée de point commun, en fait. Ah, c'est génial. C'est génial. Ouais. Oui, je crois que ce qui doit nous rassurer aussi, c'est qu'elles sont pas toujours très au point, les intelligences artificielles, hein. Mm, mm. Mais je reviens à ce que tu disais, Sybille, sur justement, est-ce que l'inspiration, quand on est humain et qu'on la paye pas, est-ce que du coup une intelligence artificielle devrait, elle, payer pour s'inspirer? J'entendais quelqu'un qui disait quelque chose d'intéressant, qui disait que l'intelligence artificielle, elle faisait de la création imitatrice. Donc elle Mhm. n'était pas capable de créer quelque chose de Ouais. nouveau. Elle ne pouvait que imiter différemment. Euh, et je trouvais ça intéressant parce que potentiellement, un humain va s'inspirer, mais va comme le digérer pour ressortir Mhm. quelque chose d'autre. Mhm. Alors que une intelligence artificielle, a priori à l'instant T, n'est pas capable de faire ce même travail. D'ailleurs, il disait que la création imitatrice, c'est un mot très compliqué en français, mais c'est un oxymore ou une oxymore, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin, cette figure On de va se style. renseigner tout de suite. Et, et donc c'est comme la sombre lumière, c'est quelque chose qui est vraiment antinomique. Et donc création qui imite, normalement, c'est deux mots qui ne vont pas du tout ensemble. Et j'avais trouvé ça intéressant, même sur le point de vue linguistique en français. Mais C'est un oxymore. un C'est vrai qu'on est oxymore. tenté de dire une Ouais, oxymore, mais c'est un un oxymore. oxymore. O-X-Y-M-O-R-E. C'est une de mes figures de style préférées. J'aime beaucoup. Mais du coup, justement, si l'intelligence artificielle n'est capable que d'imiter, dans ce cas-là, peut-être droit d'auteur, il devrait y avoir. Ah oui, c'est très intéressant comme point de vue, effectivement. C'est... Et je vais rebondir aussi sur cette idée que effectivement l'intelligence artificielle ne crée rien. Donc il y avait un membre d'Obvious qui disait elle n'est pas créative, elle est inventive à la limite. Et du coup, ça veut dire que la réponse à la question que j'ai posée, c'est sûr qu'en fait la question elle pose problème en elle-même. On ne peut pas dire que c'est une artiste comme les autres puisque ça n'est pas une artiste, c'est un outil pour l'artiste. Et l'artiste, pour moi en tout cas, c'est celui qui saura bien manier cet outil. Mais il y a quand même un artiste dans l'histoire et un artiste humain du coup, parce que certains ont aussi une culture artistique qui leur permettra de penser au bon style. Par exemple, moi je ne connais pas beaucoup de styles artistiques et c'est pour ça que c'est toujours très moche ce que je fais. Mais Raphaël et moi, on a un ami qui s'appelle Adriane et qui écrit des livres et pour son prochain livre à paraître, il s'est amusé à faire des essais de couverture avec Dali, hein, il me semble, et c'était magnifique et parce qu'il a eu des bonnes idées avec un style auquel il a bien réfléchi. Et donc je pense qu'il y a un artiste qui ne disparaît pas, mais simplement qui utilise un outil et qui sait plus ou moins bien manier cet outil. Mais du coup, quelle est la différence entre quelqu'un de créatif, un créatif et un artiste? J'ai du mal du coup à comprendre la différence aujourd'hui.
Oui, en fait, peut-être que... Alors pour moi, dans mon exemple, il était artiste même en Oui. faisant ça. Mais effectivement, la différence, c'est peut-être qu'un artiste a plus le goût de l'innovation, a une réflexion peut-être plus poussée, alors que le créatif crée des choses pour un objectif bien précis. Ça me fait penser à une autre artiste qui utilise l'intelligence artificielle qui s'appelle Justine Aymar et qui, elle, met beaucoup en avant la question de l'émotion. Parce que pour elle, dans l'art, il y a de l'émotion. Et toi, tu avais l'air de penser que une machine ne peut pas justement produire autant d'émotions peut-être qu'un être humain. Mais elle, à l'inverse, elle ressent de l'émotion quand elle voit la machine apprendre. C'est ce qu'elle disait. Pour elle, c'est beau en fait de voir une machine en train d'apprendre à partir d'exemples. Et je trouvais ça intéressant parce que donc c'est une autre forme d'émotion qu'on crée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un point de vue. Non, mais complètement. Mais du coup, je pensais pas que tu allais arriver vers ça. Parce que justement, j'avais entendu quelqu'un qui disait que les artistes, à leur point commun, alors peut-être artistes au sens vraiment... je pense souvent à la peinture, alors que d'ailleurs pas forcément, mais qui avait cette peur de la mort. Et que forcément l'intelligence artificielle n'a pas cette peur de la mort. Et que c'était justement parce que on avait cette vie finie que on avait des émotions très intenses et qu'on pouvait les transmettre par l'art, alors que forcément l'intelligence artificielle non. Et en même temps, si c'est nous qui ressentons les émotions et qu'on les transmet à l'intelligence artificielle par nos mots, peut-être que du coup l'intelligence artificielle sera capable de retranscrire nos émotions grâce à la base de données à laquelle il a accès. Mais on dit souvent que quand on transmet quelque chose, il y a de la perte. Donc à quel point il va réussir à retranscrire fidèlement ce qu'on veut. Oui, c'est là où on peut effectivement retrouver une limite et avoir le résultat pas incomplet proposé par l'intelligence artificielle et s'en servir ensuite en tant que créatif ou artiste pour ajouter la touche humaine qui manque et qui manquera peut-être encore pour toujours. Un certain temps. Oui, effectivement. Je pense qu'effectivement, dans les limites de l'intelligence artificielle qui sont liées à ce que tu dis, Cécile, qu'on ne puisse pas lui transmettre exactement notre manière de penser, notre manière d'être, et le fait qu'elle soit un petit peu figée, même si ce sont des bases de données énormes, c'est à un moment donné les êtres humains qui ont produit des œuvres. Et par contre, il n'y a pas du tout les nouvelles idées ou les nouvelles manières de voir le monde. Et donc, elle est assez conservatrice, en fait, comme beaucoup d'intelligence artificielle. Ça, c'est une des limites très importantes, c'est qu'elle reproduit nos biais dont on aimerait bien pouvoir se débarrasser, justement. J'avais lu que si on demande en anglais a nurse, donc une infirmière, et aussi on demande un firefighter, un pompier. Moi-même, là, je viens de mettre infirmière au féminin et pompier au masculin, mais il y a des femmes qui sont pompiers et des hommes qui sont infirmiers. Et l'intelligence artificielle l'ignore complètement. J'ai fait le test, effectivement. J'ai demandé une nurse et j'ai eu que des infirmières femmes, et j'ai demandé un firefighter et j'ai eu alors d'abord que des personnages de dos, comme s'il avait voulu éviter la question, et ensuite j'ai demandé a firefighter looking at me et là j'ai vu des hommes. Voilà. Donc effectivement ce genre de biais, mais il n'y a pas que ça, mais tout ce qui est les métiers typiquement féminins et les métiers typiquement masculins, mais comme depuis des siècles, enfin j'exagère peut-être un peu, mais enfin depuis des décennies, nos sociétés sont divisées comme ça, même si aujourd'hui on essaye de donner plus de liberté aux individus de choisir les métiers qu'ils veulent indépendamment du fait d'être un homme ou une femme. Et bien l'intelligence artificielle, elle va continuer à répéter ce qu'on a toujours vécu et à montrer des images comme on les a toujours vues.
Oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Sybille. Moi, je pense aussi à une autre limite. C'est maintenant que l'intelligence artificielle se démocratise, qu'on en parle de plus en plus. Forcément, ça arrive aussi dans les entreprises. Et donc, se pose le dilemme assez rapide à résoudre d'ailleurs pour une société plus ou moins capitaliste, que quand on a le choix entre... alors, je vais prendre l'exemple là de mon cœur de métier, qui est du coup la maison d'édition, ou peut-être rapidement, pour créer des histoires, on va davantage passer par l'intelligence artificielle plutôt que par des illustrateurs et illustratrices pour faire les illustrations d'un livre. Et donc, quel avenir pour ces professions? Voilà, ça m'inquiète un peu. Je pense qu'on a commencé à le voir peut-être pour la traduction. Et là vient le sujet des artistes. Et peut-être qu'on croyait que c'était justement des métiers protégés par ce statut très humain de l'art. J'ai vaguement l'impression d'être poursuivi par l'intelligence artificielle. Avant, j'étais traducteur, il y a DeepL qui est apparu. Je me suis dit, bon, je vais aller dans l'art, il n'y aura pas de problème. 3 ans plus tard, Dali et compagnie, quoi. Il y a quelqu'un qui t'observe. Oui. Mais tu disais que pour la musique, ils n'étaient pas au point. Tu m'avais expliqué ça. Oui, c'est vrai, j'ai vu une vidéo, alors il faudrait que je retrouve qui l'avait faite, mais de quelqu'un qui avait, donc un compositeur aussi, ou musicien en tout cas, qui avait demandé à ChatGPT d'écrire une suite d'accords donc pour une chanson, un truc qui tenait la route harmoniquement parlant, et ce n'était juste qu'en partie, quoi. Il y avait des choses qui n'allaient pas, en termes de théorie de la musique, quoi. Et voilà. Donc. Bon, peut-être que la musique pourra être épargnée un peu plus longtemps que les arts graphiques. Ouais. En tout cas, peut-être que les interprètes seront, eux, épargnés. Oui. Parce c'est une que bonne là, question. pour le coup, je vois mal un robot. Déjà, il faudrait avoir un robot qui sache jouer du violon. On n'y est pas. Et il faudrait que ce robot, par exemple, soit capable de transmettre une émotion humaine. Parce que là, vraiment... Il pourrait jouer un morceau créé par une intelligence artificielle, pourquoi pas, mais voilà. Ouais. Ah bon, ça soulève encore d'autres questions. On verra dans 50 ans ou dans 100 ans ce qu'il en est. Alors pour terminer, dites-moi quelle serait votre conclusion partielle pour le moment. Quelle place vous aimeriez que l'intelligence artificielle ait dans notre monde et dans l'art spécifiquement, ou pas de place si vous préférez qu'elle n'ait pas de place. Cécile peut-être ? Oui. Alors ça me fascine, mais ça me fait très peur. Donc aujourd'hui, je vais rester sur une place assez limitée. Parce que j'ai l'impression, alors je trouve ça très très positif que finalement des gens qui n'ont pas le geste technique pour faire de l'art puissent aussi en faire. Sauf que finalement, je trouve qu'on devient de plus en plus individualiste d'une certaine façon, puisqu'on devient de plus en plus autonome grâce aux outils pour faire tout ce qu'on veut, alors que encore récemment, on avait besoin de plusieurs personnes pour mener à une œuvre d'art complète. Et je pense notamment encore là dans le métier que je fais sur l'édition, où les auteurs et les illustrateurs travaillent ensemble pour arriver à quelque chose d'unique. Et finalement, on est en train de perdre ça. Et ça me fait un petit peu peur et je suis très curieuse de voir justement comment on va réussir à garder la connexion entre les êtres humains pour continuer à faire de l'art. Voilà. Très intéressant. Raphaël ? Moi, je pense que l'intelligence artificielle peut être un outil, qu'il s'agit surtout de l'encadrer par rapport à beaucoup de questions éthiques. Encadrer, par exemple, dans le domaine de la médecine dont on parlait tout à l'heure,
comment c'est utilisé, surtout des domaines à risque, entre guillemets, comme ça. Enfin, je veux dire, si on imagine l'intelligence artificielle qui se plante sur un diagnostic, c'est quand même embêtant. C'est plus grave que pour de l'art. C'est plus grave que pour de l'art. Mais dans l'art aussi, avec la question des droits d'auteur, avec tout ce que tu viens de dire, Cécile. Voilà, mais c'est comme toutes les évolutions. Avant, il y a eu l'automatisation des métiers manuels, d'ouvriers, etc. Voilà. Là, il va y avoir une automatisation des métiers intellectuels. Ok, il faut l'encadrer, je pense qu'il faut faire avec. On n'a pas trop le choix, de toute façon, ça va arriver. Voilà. Et toi, Sybille, pour terminer? Moi, je pense aussi que, comme Raphaël, qu'il faut encadrer cet outil, et c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a un règlement européen qui a été proposé en 2021 et qui est en train d'être adopté sur l'intelligence artificielle. Donc il y a une réflexion qui existe quand même pour encadrer ces pratiques, mais je pense que pour vous présenter une expression française, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses très intéressantes, il faut juste bien les manier. Voilà, et j'ai entendu dans les podcasts que j'ai écoutés avec des intervenants, notamment d'Obvious, qui parlaient de ce que peut faire ou ne peut pas faire l'intelligence artificielle. Je les ai entendus dire que finalement c'était quand même encore très limité, puisqu'on peut faire un peu d'art avec de l'intelligence artificielle, mais par exemple on ne peut pas du tout créer un robot qui rangerait notre chambre. Donc j'aimerais bien qu'on se concentre sur les vrais sujets. Et donc pour terminer cet épisode, je souhaite aux ingénieurs de travailler sur l'intelligence artificielle qui ferait les tâches que personne ne veut faire, donc un robot qui range chez les gens. Merci. En attendant cette merveilleuse invention, je pense qu'une des meilleures manières de ne pas s'ennuyer quand on fait du rangement, c'est d'écouter des podcasts. Alors si vous aimez French Baratin, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.